À la base, mon signe astrologique, c'est Trouillard ascendant Casanier. Donc il y a quelques années, j'étais un peu comme guidé par la peur, je faisais 15 kilos de moins, j'avais pas vraiment le profil d'un sportif ou d'un aventurier. Je m'arrangeais toujours pour qu'il m'arrive rien, et en fait ça marchait, il m'arrivait rien, et au final, c'était chiant. Et suite à un petit accident de la vie, on va dire, je me suis retrouvé au plus mal, et je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose pour changer. J'ai décidé de me révolter contre moi-même, c'était fin 2016, et d'utiliser toute cette énergie noire pour transformer ça en quelque chose de positif. J'ai décidé d'arrêter de rêver ma vie, mais plutôt de vivre mes rêves. Alors dit comme ça fait un petit peu phrase d'influenceur Instagram, mais pourtant c'était vrai. Et un de mes rêves, c'était de partir dans le Grand Nord pour voir et photographier les aurores boréales. Donc j'ai coupé toutes les petites voix au fond de ma tête qui me disaient non, fais pas ça, reste à la maison, fais pas ça. Et j'ai pris mes billets d'avion et je suis parti à Tromsø, dans le nord de la Norvège, en mars 2017, pour un voyage en solitaire. C'était un voyage, ce que j'appelle confort, c'est-à-dire que je dormais au chaud le soir dans un Airbnb, j'avais une voiture de location, je me faisais des mini-road trips à la journée, je prenais ma carte, je choisissais un endroit qui avait l'air joli, j'allais là-bas, en chemin, je m'arrêtais à peu près à tous les virages pour descendre de ma voiture, faire des photos et tout ça. C'était vraiment super, je me suis éclaté, c'était vraiment une très très bonne initiation au séjour polaire. J'avais des conditions météo qui étaient plutôt clémentes, ça ressemblait à un hiver chez nous puisque j'étais là-bas fin d'hiver, début du printemps. J'ai vu plein de choses magnifiques, j'ai vu tout ce que je voulais voir, des rennes, des élans, des aurores. Ça m'a remis sur les rails par rapport à mes petits problèmes de l'époque, ça m'a redonné confiance. J'ai vraiment eu un énorme coup de foudre pour l'ambiance nordique. Et j'étais à peine rentré que j'avais qu'une seule envie, c'était d'y retourner. On voit souvent passer cette image sur Internet, et du coup, pour avoir expérimenté, je vous confirme, sortir de sa zone de confort, c'est vraiment génial et ça nous permet de voir des choses vraiment magiques. En 2018, j'ai remis le couvert, je suis parti à Akasronpolo, dans le nord-ouest de la Finlande. C'est à nouveau un voyage confort, je dormais au chaud, j'avais à nouveau une voiture de location. Par contre, il y avait quand même un petit peu plus d'engagement parce que j'y suis allé fin janvier, à la sortie de la nuit polaire. Il faisait très froid, c'était mon premier contact avec le grand froid, avec les cils, la moustache qui gèle, les yeux qui collent. Il y avait des journées très courtes puisque le soleil se levait vers 10h, 10h30 le matin et se couchait vers 15h30, 16h l'après-midi. Par contre, toute la journée, j'avais des lumières de coucher ou de lever de soleil, c'était vraiment magnifique. C'était un petit peu plus engagé, j'ai fait des randonnées plus longues, j'ai fait des randonnées à la journée, où j'étais plus isolé, parfois de nuit, avec des températures vraiment extrêmes, j'ai eu jusqu'à moins 33. Et même si ça m'a fait peur sur le coup, j'ai quand même un petit peu pris goût à l'adrénaline. J'ai vu plein de choses magnifiques, des couleurs sublimes, un personnage barbu un petit peu chelou. Et au retour, j'ai pris la décision de commencer à faire des randonnées bivouac en France au printemps-été pour essayer d'entretenir un petit peu ce côté aventure. En mars 2019, j'ai décidé de passer à l'étape supérieure et je me suis payé un voyage organisé avec un guide, avec une agence, avec 66 degrés nord, au Svalbard. Le Svalbard, ce sont des îles norvégiennes tout au nord du monde. Elles sont à seulement 1000 km du pôle Nord. C'est le haut Arctique, c'est le royaume de l'ours polaire. Donc là, il y avait vraiment un fort engagement. Et ce séjour, c'était une initiation au raid polaire. Donc je voulais apprendre à camper dans la neige, en fait, et à camper dans le Grand Nord. Donc pour ce voyage, j'étais presque plus un élève qu'un touriste, en fait. J'ai vu plein de belles choses. À nouveau, des phénomènes lumineux comme l'appareillie qu'on peut voir tout au milieu. J'ai vu une nouvelle espèce de renne, puisque les rennes qu'on peut voir ici, ce sont des rennes du Svalbard. Ils sont différents de ceux du continent. C'est une espèce endémique, on les trouve que là-bas. Ils sont plus petits, plus trapus. Ils sont plus poilus aussi. Ils sont mieux armés pour survivre dans les rudes conditions de cette région. Les deux chiens, l'Otto à gauche, Tiger à droite, ils étaient là pour nous alerter en cas de présence d'ours polaires parce que on dormait sous tente dans la nature et potentiellement on pouvait recevoir la visite d'un ours. Donc chaque nuit, on se levait pour faire des tours de garde autour du camp aussi, c'était assez fun. Je remercie mes deux guides, Robin et Erika, qui m'ont vraiment appris tout plein de choses.
Et c'est un peu grâce à eux aussi que je me suis senti de passer à l'étape d'après. En mars 2020, je me suis lancé sur la Kungsleden, au nord de la Suède, pour un trek en solitaire. Alors Kungsleden, se dire voie royale, c'est un trek vraiment emblématique dans le Grand Nord. Il fait 400 km de long dans les Alpes suédoises. Sur certaines portions, il y a des refuges gardés, donc pour moi c'était rassurant parce que je suis quand même loin d'être Mykorn, donc c'était rassurant pour moi de savoir que j'avais quand même un filet de secours. C'était ma première grande aventure en solitaire, ça devait durer environ 1 mois et demi. C'était un énorme engagement de ma part, j'ai mis 6 mois à me préparer, ça m'a coûté une énergie monstre, en argent, pareil pour l'achat du matériel, c'était assez monstrueux, c'était vraiment la grande aventure de ma vie. Mais il y a eu une tuile. Après 8 jours de marche, à la fin de la première étape, bon, je venais quand même de faire une petite victoire parce que j'ai réussi à finir la première étape, j'ai eu une petite blessure au pied. J'ai été obligé de rentrer en ville pour me faire soigner, et l'hôpital le plus proche, c'était à Gällivare, c'était à 2 heures de route. Donc je suis arrivé en ville, et là, patatras, je rappelle qu'on était en mars 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en mars 2020. Quand je suis parti, il y avait un peu les balbutiements d'une crise mondiale avec le Covid. Donc j'ai découvert que les frontières étaient en train de fermer, que les vols étaient annulés, qu'il y avait le confinement en France, qu'il y avait un peu un vent de panique sur le monde. Donc le trouillard que je suis a pris un peu peur, et je me suis demandé dans quel état j'allais retrouver ma famille en rentrant, mes amis, tout ça. Alors j'ai pris la difficile décision d'abandonner et de rentrer par Kiruna. Je suis allé noyer ma tristesse dans les toboggans de glace de la ville avant de repartir en attendant mon avion. Mais voilà, donc contre-cœur, j'ai décidé de rentrer. La cerise sur le gâteau, c'est que je suis rentré avec le Covid. Donc les probabilités, elles sont bien gentilles, mais quand c'est pour gagner au loto, il n'y a personne. Par contre, quand c'est pour choper le Covid à l'endroit le plus improbable du monde, là, il y a du monde. Je l'ai probablement attrapé dans les refuges parce que j'ai fait quelques nuits en refuge, et dans les refuges, il y avait pas mal de monde, on sortait tous des aéroports, donc on a dû se leur filer comme ça, quoi. Bon, malgré ce petit goût d'échec, j'ai quand même vu des choses magnifiques, c'était super chouette, c'est une très belle aventure. Il y a toujours un peu d'émotion quand j'en parle de Suède voyage. Si je fais un petit bilan, j'ai quand même fait 8 jours d'itinérance, ce qui est plus que si j'étais parti avec une agence de voyage, parce qu'ils font une espèce d'alternative sur la première portion et ça dure moins longtemps. J'ai fait 117 km, j'ai passé 3 nuits sous tente, ce qui est déjà pas mal parce que j'avais peur de ne pas y arriver et de passer toutes mes nuits en refuge, donc j'étais quand même content d'avoir fait 3 nuits sous tente, dont 2 consécutives. Donc voilà, malgré ce sentiment d'échec, c'était quand même une belle victoire sur moi-même. On peut voir que j'ai les yeux brillants, je peux vous assurer que c'était pas dû qu'à la tempête que je venais de traverser. Maintenant, j'essaie de prendre ça avec un peu de philosophie, je me dis que c'était peut-être un mal pour un bien, je manquais d'expérience, peut-être que je me serais mis en danger plus tard. 1 mois et demi pour un premier trek hivernal en solo, c'était quand même beaucoup, quoi. Bon, je vous avoue qu'après ce voyage-là, j'avais quand même un petit peu moins l'envie de repartir que d'habitude, surtout que je suis rentré me faire confiner en France, donc voilà. Fin 2021, le manque de Grand Nord commençait quand même à se faire ressentir. J'avais besoin d'un séjour simple après le semi-échec de la Kungsleden. Donc je suis reparti sur un séjour confort avec les nuits en dur et la voiture de location. Et j'avais aussi envie de repartir dans le Nord pour voir une autre ambiance que l'ambiance enneigée. Donc je suis parti en septembre aux îles Lofoten, tout à l'ouest de la Norvège. C'est un endroit qui est vraiment sublime, c'était un voyage magnifique. Si vous voulez en prendre plein les yeux, il faut aller là-bas. Il y a plein de photos de paysages emblématiques qu'on voit tout le temps passer sur Internet qui viennent de là-bas. Si ça vous intéresse, je peux même vous donner les coordonnées GPS exactes. C'était vraiment superbe, mais il me manquait quand même un petit peu le côté aventure. Nous voilà arrivés en 2022. L'envie de repartir est là, en prenant quand même moins de risques que sur la Kungsleden. De toute façon, j'avais pas 1 mois et demi devant moi parce que j'avais que 2 semaines de congé, donc il me fallait quelque chose de plus soft. Et j'avais besoin de me remettre en confiance aussi, il faut dire, après la Kungsleden. Je suis parti à Kilopa. Et Kilopa, c'est le nom d'un petit sommet dans le nord-est de la Finlande, au-delà du cercle polaire, et c'est proche de la frontière russe. Nous sommes début mars, à l'aube d'une nouvelle crise mondiale. Ça commence vaguement à me rappeler un peu ce qui s'est passé en 2020, donc j'étais pas super serein quand même.
J'ai vraiment hésité, je savais pas s'il fallait que je reparte ou pas, si, une fois parti, ça allait repartir en sucette comme la première fois. Bon, j'ai quand même décidé d'y aller, heureusement, ça s'est bien passé de ce côté-là, il y a pas eu de problème. Kilopa, c'est la porte d'entrée du parc national, Urho Kekkonen, qui est le 2e plus grand parc national finlandais. J'ai décidé d'aller là-bas parce que, un peu comme sur la Kungsleden, en fait, il y avait des cabanes qui me permettaient de m'abriter en cas de gros pépins. Il y avait aussi des sentiers, donc ça me permettait d'aller à des endroits où il y avait quand même un petit peu de passage pour pas me retrouver complètement seul au monde, en cas de galère. Il y a un hôtel juste à l'entrée, donc c'est plutôt pratique et surtout, c'est accessible directement depuis l'aéroport d'Ivalo. En gros, il y a un bus qui me prend de l'aéroport et qui me pose à l'entrée du parc, donc parfait pour l'organisation. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de la préparation, pour vous montrer comment je m'y suis pris pour organiser tout ça. On va parler un petit peu de survie. On va parler de choses pas très joyeuses pour commencer, parce qu'on va parler des choses qui seraient capables de me tuer, et aussi de qu'est-ce que je vais faire pour éviter que ça arrive. Je vais vous parler de la règle des 3. Alors la règle des 3, chaque fois que j'en parle, on me dit « Ah mais dis donc, c'est pas très joyeux tout ça ». Alors pour adoucir un peu le truc, je vous ai mis des petits animaux mignons. Va peut-être en falloir un de plus quand même. Allez. Donc, qu'est-ce qui pourrait me tuer? Eh bien, 3 secondes d'inattention ou de bêtise. Je fais le con, je m'amuse à faire un selfie au bord d'une falaise, je tombe, je meurs en 3 secondes. Je me lance dans une pente où c'est à peu près évident que je vais me casser la gueule, que je vais glisser, il y a un ravin en dessous, pareil, voilà, c'était de la connerie, je suis mort en 3 secondes. 3 minutes sans oxygène. Normalement, là-bas, je devrais pas avoir trop de problèmes, je compte pas faire de la plongée ou de la natation, mais quand même, il y a des lacs avec de la glace gelée, de l'eau gelée, ouais. Il y a des fois où je risque de passer dessus, potentiellement, je peux passer à travers, donc il faudra quand même faire attention à ça. Un guide qui m'a fait une petite formation sur le froid en janvier m'a aussi dit ça peut être s'entailler une artère, avoir une hémorragie. Le cerveau, en 3 minutes, il est plus oxygéné, on meurt. On meurt aussi d'autres choses, mais... et il a donné le cas du gars qui coupe son saucisson au-dessus de sa cuisse avec son couteau, il rit, puis il se fait la fémorale. Après, je peux aussi mourir de 3 heures de froid. Le froid, je risque d'en rencontrer là-bas, donc on va s'attarder un petit peu plus là-dessus tout à l'heure. 3 jours sans eau, et aussi 3 semaines sans nourriture. Donc il y a quand même un peu une hiérarchie dans tout ça, c'est-à-dire que ça sert à rien d'aller chercher à manger si vous êtes perdu seul sur une île déserte, si dans 3 heures vous allez mourir de froid ou de manque d'eau avant, quoi. Par contre, c'est quand même un petit peu lié. L'eau et la nourriture, ça va vous aider à mieux lutter contre le froid. Votre résistance au froid, si vous ne mangez pas, elle va dégringoler au bout d'un moment. Allez, on rentre un peu plus dans le détail. Pour les 3 secondes d'inattention, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la petite présentation au début, je vous ai dit que j'étais trouillard. Et pour le coup, c'est une force. C'est une force parce que ça veut dire que je suis réfléchi, je suis pas une tête brûlée, je suis pas jusqu'au boutiste, je fonce pas tête baissée, je planifie, je prévois des plans B. On vit dans une société où on est tout le temps en train de mettre en avant la confiance en soi, ce genre de choses. Mais voilà, faut savoir que la peur, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est aussi un indicateur à conneries. Donc votre peur, il faut l'écouter, par contre, il ne faut pas la laisser vous paralyser. Pour l'oxygène, au cas où je passerai à travers la glace, j'ai des pics à glace pour me sortir de l'eau. Donc ce sont ces 2 trucs jaunes là qu'on voit, donc c'est des poignées, je les prends en main, et ça me permet d'aller chercher la glace dure le plus loin possible pour pouvoir me tracter et me sortir de l'eau et éviter de me noyer. Bon, faut quand même savoir que si je tombe à l'eau, je vais avoir d'autres problèmes après avec le froid, mes chances de survie, elles sont quand même assez faibles. Mais voilà, c'est mieux que rien. Pour, en cas d'hémorragie, je suis parti sur des bandages israéliens, donc ce sont des bandages autocompressifs, ça permet de garder une pression constante sur la plaie et limiter l'hémorragie. Bon là pareil, si j'ai besoin d'en utiliser un, c'est que je pisse le sang, est-ce que je vais avoir le temps de le sortir, de me l'appliquer? C'est pas sûr du tout, mais je préfère avoir une mince chance de m'en sortir que pas du tout, quoi. Et aussi, ça peut être utile pour d'autres personnes, si dans un refuge, je tombe sur quelqu'un qui se blesse ou quelque chose comme ça, on ne sait jamais, quoi. Donc autant l'avoir. Allez, on passe au froid. Donc, le froid, il va me tuer en 3 heures, alors il vaut mieux que je sois bien équipé, il me faut des vêtements adaptés et modulables. Il faut se protéger du froid, mais sans avoir trop chaud. Si on a trop chaud, on risque de mouiller de l'intérieur, et après, c'est la cata, quoi. Une fois qu'on est mouillé, le soir, on va geler, ça va être terrible.
Il faut oublier la veste magique qui fait tout. Souvent sur, les groupes de randonnée et tout, je vois des gens qui demandent une super veste, chaude, respirante, pour quand ils sont à l'arrêt, pour quand ils sont en mouvement et tout. Ça marche pas, il faut oublier. Ce qui marche, c'est le système des couches. On parle souvent du système 3 couches. Moi, je suis pas trop d'accord parce que des couches, on verra qu'on peut en avoir plus que ça. Alors, j'ai plutôt tendance à parler du système de l'oignon. C'est un choix personnel qui fonctionne bien. Les Nordiques ont tendance à le conseiller généralement. Il y a plusieurs écoles, il y a d'autres solutions. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Pour moi, c'est celle-ci. La première couche, c'est une sous-couche, comme celle que vous avez au ski. Alors, c'est fait pour chauffer et évacuer la transpiration. Donc, ça prend la transpiration sur votre peau et ça l'amène vers l'extérieur pour éviter de rester mouillé. C'est un petit peu moulant. Je vous conseille de la choisir en laine mérino. Alors, le mérino, c'est un mouton qui vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande. C'est un mouton qui a une laine qui est 3 fois plus fine que les autres. Et ça présente certains avantages. C'est un peu la matière magique. Elle est antibactérienne. Donc, c'est-à-dire que normalement, ça ne pue pas trop. J'insiste sur le pas trop. Éventuellement, si vous en avez plusieurs, vous pouvez faire un roulement. Si vous aérez bien la première, au bout de quelques jours, normalement, elle ne devrait pas sentir, elle devrait être à peu près propre. Un autre avantage, c'est que c'est une matière qui est thermorégulatrice, c'est-à-dire que normalement, dedans, vous n'êtes pas censé avoir trop chaud. Et à l'inverse, en été, elle va même parfois aider à rafraîchir. Pour l'été, j'en ai une plus petite, plus fine, en laine méno aussi, et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça reste actif même humide, donc ça c'est assez important, c'est-à-dire que même si à un moment on foire notre gestion de la chaleur, qu'on se met à transpirer dedans et que la laine mouille, elle va quand même continuer à nous chauffer, elle va quand même garder ses propriétés. Un autre avantage aussi, c'est qu'elle est censée ne pas gratter. C'est en théorie, ça va dépendre aussi de la qualité de la laine que vous achetez. On passe à la deuxième couche. Alors là, c'est la couche thermique. Elle est là pour vous apporter de la chaleur. Quand on fait les photos en juin en intérieur, ça en apporte un peu trop de chaleur, quoi. Je vous conseille une bonne polaire technique avec des zones respirantes, notamment sous les bras. Je vous déconseille très fortement la doudoune en duvet parce que le souci, c'est qu'avec l'humidité corporelle, l'efficacité du duvet se dégrade très rapidement. Éventuellement, vous pouvez partir sur une doudoune sans manches, mais vous n'aurez pas les bras bien protégés, donc ce serait plutôt une couche 2,5, on va dire. La troisième couche, c'est la couche extérieure. J'ai fait une faute. Zut. Bon, c'est celle qui va vous protéger contre les éléments. Elle va vous protéger de la pluie, de la neige, du vent. Il faut qu'elle soit respirante pour laisser sortir l'humidité de votre corps, mais imperméable pour ne pas laisser rentrer l'humidité extérieure, donc la pluie ou la neige qui finira par fondre. Il faut qu'elle soit coupe-vent pour éviter que le vent vienne balayer toute la bonne chaleur que vous aurez emmagasinée sur les couches du dessous. Et pour ça, je vous conseille une membrane en Gore-Tex ou équivalent. Et il vous faudra à peu près la même chose pour le pantalon. Donc un pantalon de randonnée froide avec une membrane respirante, certains pantalons de ski aussi, mais il faut faire attention, les pantalons de ski, ils ont souvent tendance à être très chauds. Bon, je vous ai parlé des 3 couches, donc on va parler de la 4e, logique. La veste grand froid. Alors là, c'est un énorme apport thermique et aussi une protection extérieure. Il faut la porter seulement en statique, sinon vous allez crever de chaud. Zut, j'ai raté ma transition. Là, il vous faut une grosse doudoune en duvet, à peu près ce qui se fait de plus gros, ou alors une grosse parka. Ça fonctionne aussi, c'est ce que j'avais avant, la parka, ça fonctionne très bien, c'est juste que c'est un petit peu plus lourd et encombrant. Zut. Au niveau des mains, j'utilise souvent des sous-gants thermiques, pareil en laine mérino. Ça chauffe bien, ça permet de garder une bonne dextérité, sauf en cas de gros vent ou de très grand froid, où là je vais plutôt rajouter une paire de grosses moufles par-dessus. Mais en fait, je me rends compte qu'au fil de mes derniers voyages, les grosses moufles, je les ai très peu utilisées. Mon corps a dû s'habituer un peu, donc généralement, je fais quasiment tout avec les sous-gants thermiques. Par contre, c'est un gros inconvénient, c'est que c'est super fragile. Généralement, à la fin d'un trek, je prends ma paire et je la mets à la poubelle, quoi. Au niveau des pieds, je mets des chaussettes épaisses, toujours en laine mérino. Éventuellement, des fois, dessous, je rajoute un petit liner, donc c'est une couche bien plus fine. Ça permet de gérer un petit peu mieux la transpiration. Certains utilisent ce qu'on appelle un VBL.
C'est un pare-vapeur, c'est ni plus ni moins qu'un sac plastique en fait dans lequel on met le pied pour protéger la chaussette contre l'humidité. Personnellement, je suis pas super fan et j'en ai pas besoin parce que je transpire pas beaucoup des pieds. Donc voilà. Par-dessus, je vais mettre des bottes adaptées au grand froid. Celles-ci, je les utilise généralement en statique, puisque en journée, j'ai mes chaussures de ski, et vu que je suis en mouvement, ça me suffit. Au niveau de la tête, bonnet et tour de cou. Vous choisissez la matière que vous voulez, mais moi, j'en ai une à vous conseiller quand même, le Merino. Pour vous protéger les yeux, lunettes de soleil et masque de ski. Le masque de ski, faut plutôt en prendre un pas trop teinté. Ça va plutôt être dans les moments difficiles où il y a du vent et que vous prenez des projections de neige dans la tête. C'est plutôt pour ça. Petite nouveauté cette année, j'ai rajouté la chapka pour la tête. Alors, ça peut paraître un petit peu ridicule, mais le ridicule ne tue pas, le froid si. C'est très utile en statique, parce que c'est vraiment un énorme apport de chaleur, donc c'était très très confortable. Je me sentais un peu comme à la maison là-dessous, c'était plutôt cool. Et tout en dessous, parlons un peu du slibard. Allez, j'ose me montrer. Arrêtez, je vais rougir. Le slibard en laine mérinos, et on le garde plusieurs jours. Parce que se changer quand il fait moins 15, c'est pas super agréable, donc croyez-moi, c'est bien de pouvoir le garder un petit peu. Allez, pour se protéger contre le froid, ce qui est important, c'est le mouvement. Comme m'avait dit mon guide au Svalbard, il n'y a pas de flemme dans l'Arctique. En fait, les vêtements, ils produisent pas de chaleur. Ce sont des isolants. Si votre corps est froid, vous pouvez mettre 12 couches au-dessus de vous, vous aurez toujours froid. Les vêtements, ils vont être là pour conserver la chaleur que votre corps va générer. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps rester en mouvement pour générer de la chaleur. Vos vêtements vont la garder et comme ça, vous n'aurez pas froid. Le seul moment où vous pouvez vous arrêter de bouger, c'est le soir quand vous vous mettez dans votre sac de couchage. Et encore, il ne faut pas vous glisser dans votre sac de couchage en étant froid, sinon vous allez vous l'épeler. On a parlé des vêtements, mais il n'y a pas que pour me permettre de résister au froid. Il y a la tente. Donc la tente, elle me protège contre les éléments extérieurs, le vent, les chutes de neige ou la pluie. Elle rapproche la température ressentie de la température réelle. Quand on regarde la météo, on voit souvent qu'on nous parle de température ressentie. La température ressentie, c'est un calcul entre la température réelle et la force du vent. Donc, étant donné que la tente bloque le vent, ça veut dire que je me retrouve avec une température réelle qui est quasiment celle ressentie. L'autre avantage, c'est que les tentes hivernales comme celle-ci, elles gardent un petit peu de chaleur. Contrairement à ce que certains peuvent affirmer des fois, les tentes gardent un peu de chaleur. Autre élément important, le couchage. Donc là, moi, j'avais un sac de couchage en duvet qui était du -20 ou -25 confort. Après, en température limite, avant le risque d'hypothermie, il descend au moins jusqu'à -45, -50, donc j'avais encore de la marge. Le duvet, comme je vous l'ai dit, ça résiste assez mal à l'humidité. Malheureusement, on dégage de l'humidité la nuit quand on dort. Donc le duvet, il perd de l'efficacité au fil du temps. Donc c'est un peu compliqué à gérer ça. On peut utiliser un VBL, donc les histoires de sacs plastiques, comme je vous ai dit pour les chaussettes. J'ai essayé, c'est pas super confortable. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai pas de solution miracle en fait. Le synthétique résiste un peu mieux, mais est beaucoup plus lourd et encombrant. Donc voilà, faut faire des choix, quoi. Après, autre élément très important et qu'on oublie souvent, c'est le matelas. Le matelas, il est au moins aussi important que le sac de couchage parce que c'est lui qui va vous permettre de vous isoler du sol. Donc il vous faut un matelas qui soit très isolant. Et là, on voit un petit peu les petites alvéoles argentées au milieu. C'est un matelas mousse. Ça permet d'améliorer encore l'isolation du matelas principal. Et ça a un autre avantage, c'est qu'en cas de pépin, le matelas mousse, je peux le dérouler direct. C'est-à-dire que si en marchant, à un moment, je commence à tourner un petit peu de l'œil, que je me sens pas bien, que j'ai envie de m'allonger, je sors mon matelas mousse, je le déplie. J'ai pas besoin de souffler pendant 5 minutes dans le matelas gonflable et puis d'empirer encore plus mon état, quoi. Alors pour l'eau, il y a deux manières différentes de trouver de l'eau lors d'un trek polaire. Le gros avantage, c'est que l'eau, elle est présente de partout. L'inconvénient, c'est que elle n'est pas à l'état liquide, donc il faut la transformer. La transformer, c'est un peu chiant. Ça prend beaucoup de temps. Généralement, pour faire mes 2 thermos, je mettais bien 1 heure, selon la température externe. Mais au moins, c'est fiable, quoi. Il y en a de partout. Je risque pas d'en manquer tant que j'ai du carburant. L'autre inconvénient, c'est que ça repasse pas par le sol. Donc, c'est une eau qui n'est pas minéralisée, c'est une eau qui est extrêmement douce. Et elle convient pas trop à notre système digestif. Donc, je vous fais pas un dessin, mais ça peut mal finir. Donc on conseille généralement de boire cette eau en même temps qu'on mange
ou de compenser avec d'autres choses, mettre de la soupe dedans, mettre du thé, de la tisane ou des sels minéraux. Cette eau, pour qu'elle reste à l'état liquide, dans le froid, il faut la stocker chaude dans des thermos. Donc on la fait bouillir, ensuite on la met dans des thermos et on la garde pour la journée. L'autre solution, si on peut se le permettre, c'est d'aller directement à la source, d'aller se servir dans le lac ou la rivière. Là, j'étais à une cabane, celle de Louis-Royarvie. Il y avait un trou dans la glace du lac, donc je suis allé remplir mon seau avec l'eau du lac. Ensuite, il faut aussi la faire chauffer pour la mettre dans les thermos. Voilà. On va parler de la nourriture maintenant. Alors ma stratégie, c'était de bien manger quand la tente était montée, quand j'étais à l'abri, et de manger plutôt sur le pouce quand j'étais en vadrouille, parce que j'allais pas m'amuser à sortir le réchaud et tout ça, et à faire chauffer de la neige alors que j'étais en plein vent dehors. En regardant des sites sur internet, j'ai estimé qu'il me fallait à peu près 2500 kcal par jour. En vrai, il me faudrait plus, mais je reste quand même un petit gabarit, je consomme pas trop. Et au final, j'étais plutôt pas loin de la vérité sur ce calcul. Donc le soir, je mangeais des repas... Zut! Oh, je vais spoiler la slide suivante. Donc le soir, je mangeais des repas lyophilisés. Donc c'est un petit sachet de poudre dans lequel je rajoute de l'eau. J'attends que ça se réhydrate pendant une dizaine de minutes et ça me fait un plat à peu près correct. C'est quand même plutôt bien dosé niveau nutriments et tout ça, c'est fait pour. Le soir, je me prenais aussi un petit dessert lyophilisé pour le plaisir. Donc compote, riolet, fondu au chocolat. J'avais aussi des tablettes de chocolat. Je m'en servais généralement au dessert. Pour le midi, j'avais des nouilles chinoises ou de la semoule ou de la polenta. C'est très pratique parce qu'on met ça dans un bol, on balance l'eau chaude qui est dans les thermos dessus et quelques minutes après, c'est prêt. Le matin, je mangeais des céréales avec du lait en poudre. J'avais tout un tas de petits encas, donc des barres énergétiques, des barres de fruits, des barres de céréales. Pour le midi, j'avais aussi de la viande séchée pour manger avec ma semoule. J'avais une petite fiole d'huile d'olive, du sel, du thé, de la tisane, enfin voilà, plein de petites choses. Donc, ça donne pas très envie comme ça, mais je peux vous garantir qu'après 8 heures de marche dans le froid, la petite fondue lyophilisée, on est quand même bien content de la trouver. Ma nourriture, je l'ai mise dans un carton et je l'ai expédiée par la poste parce que l'hôtel où j'allais acceptait de recevoir des colis. Donc moi, ça me simplifie un petit peu la vie de ne pas avoir 10 kilos de nourriture à trimballer en plus dans les aéroports, sachant que j'avais déjà tout un tas de matériel et que j'ai que 2 bras. Voilà. Donc on a vu que pour boire et manger, j'ai besoin d'eau, et pour faire de l'eau, il me faut un réchaud. Le réchaud, c'était super important. Il faut savoir que les petites bouteilles de gaz qu'on trouve chez nous, là, en fait, elles ne fonctionnent pas en dessous de moins 10 degrés. Quand il fait trop froid, elles ne fonctionnent plus. Donc il ne faut pas se faire piéger par ça. Il existe des gaz qui descendent plus bas, des gaz spéciaux pour l'hiver, qui descendent jusqu'à moins 27, mais c'est assez onéreux et c'est pas forcément hyper efficace. Donc moi, j'ai opté pour un réchaud essence. C'est hyper puissant, c'est hyper efficace dans le froid. Par contre, jouer avec de l'essence sous pression et des flammes, c'est super dangereux. Donc quand on l'utilise, il faut être super attentif, surtout sous une tente. On s'approche des 3 secondes dont je parlais tout à l'heure. Les conneries, là, elles peuvent être vite faites avec ça, donc il faut faire vraiment très attention. Sur ce genre de trek, c'est bien de pouvoir communiquer aussi. Donc moi, je suis parti sur la solution proposée par Garmin, qui est le InReach. C'est un système de communication par satellite. Ça fonctionne même dans les zones blanches. Ça m'a permis d'échanger des messages avec ma famille et mes amis. Ça me permet aussi de lancer un SOS en cas de gros pépin. On peut me suivre en temps réel avec ça, soit sur mon site, soit sur une interface proposée par Garmin. Ça me permet aussi de publier des messages sur les réseaux sociaux, des messages de 140 caractères. Donc je pouvais les publier automatiquement sur Twitter, sur Facebook ou alors sur mon site. Donc ça m'a permis de faire du microblogging en live là-bas. Je ne l'ai pas noté, mais ça me permet aussi d'avoir la météo pour ma position courante. Donc c'est plutôt pratique. Donc généralement, quand j'arrivais sur un spot de bivouac, je demandais la météo pour savoir un peu dans quel sens tourner la tente par rapport au vent. Allez, j'ai parlé vite fait de technique. Ça, c'est la carte qui apparaissait sur mon site. En bleu, c'est une trace que j'avais préparée en amont. C'était une trace théorique. Je savais que je ne ferais pas exactement la même, mais c'était plutôt pour avoir un fil rouge sur lequel retomber. Et les points rouges, c'est mon tracé réel, en fait. Donc on voit qu'il y a eu quelques petits changements de plan en cours de route.
Et ça, je les ai récupérés via un flux XML c'était une API proposée par Garmin, et j'ai intégré ça dans une base de données sur mon site. Donc, il propose les coordonnées GPS de chaque point, plus les messages que je souhaitais rendre publics. Donc, c'est pour ça qu'on voit des petites icônes de messages là le long de ma trace. Avec le InReach, c'est facile de récupérer les données qu'il envoie. Par contre, c'est pas facile de lui envoyer automatiquement à lui des informations. Et moi, je souhaitais m'envoyer automatiquement les prévisions d'aurore chaque fin d'après-midi. Donc j'ai un petit peu galéré parce que c'est un système qui est super bridé. Il existe une API pour les comptes pro, mais moi, prendre un compte pro juste pour 10 jours, ça valait pas vraiment le coup. Alors j'ai essayé de trouver une solution alternative. Comme j'ai dit, c'est bridé. Il n'y a pas de numéro fixe. On doit avoir envoyé le premier message via le InReach pour démarrer une discussion. On a un numéro différent selon le contact, c'est-à-dire que si depuis le InReach, j'envoie un message à 2 téléphones différents, les 2 téléphones recevront avec un numéro différent. Donc, à cause de ça, c'était impossible d'utiliser une API d'envoi de SMS telle que celle d'AWS, par exemple. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'était un forfait free à 2 €, mon ancien smartphone, une application de redirection de SMS et ma mère pour recharger l'ancien smartphone et aussi relancer l'application de redirection quand elle plantait. Donc là, vous dites, mais du coup, pourquoi t'as pas simplement demandé à ta mère de te rediriger les SMS? Tout simplement parce que je suis un développeur, j'ai quand même mon petit ego et je voulais que ça marche, bordel. Bon, on va parler un peu des batteries. Oula, je suis pas bien en avance. Les batteries, attention aux idées reçues, on croit généralement que les batteries se déchargent dans le froid, c'est faux. Enfin, au moins, je parle de celles au lithium, celles que vous avez dans vos téléphones, dans vos GPS, dans vos appareils photo, elles se déchargent pas en fait, c'est leur capacité qui se compresse. Si vous les réchauffez, elles retrouvent leur charge. Donc, ça veut dire que ça sert à rien de les conserver constamment sur vous pour les garder chaudes, pour pas qu'elles se vident. Sur vous, il faut garder que celles que vous allez utiliser prochainement. Pour me déplacer, avec tout ce bazar, j'utilise une Poulka, donc c'est ce traîneau qu'on voit derrière moi. Ça me permet de... Alors là, sur ce voyage, j'ai traîné environ 60 kilos. L'eau, le carburant, la nourriture, ma tente, le couchage, les vêtements, tout ce qui était batterie, matériel photo. C'est le gros avantage de la Poulka, c'est que ça permet de traîner beaucoup plus qu'avec un sac à dos. C'est pour ça que c'est ma meilleure amie, mais c'est aussi ma pire ennemie, parce que dès qu'il y a une pente, c'est un peu la galère. Cette phrase, c'était Maggie de Svalbard qui me l'avait dite, et c'était très juste. Et au pied, pour me déplacer, j'avais 2 moyens. J'avais pris mes skis de randonnée nordique pour effectuer les longues distances, et des raquettes à neige, plus pour traîner autour du camp. Allez, les affaires sont prêtes. On peut maintenant partir sur le terrain. Je vais vous montrer comment ça s'est passé, et aussi pourquoi je m'afflige tout ça. Alors, il faut savoir que j'ai eu un début un peu difficile, ça n'a pas très bien commencé. J'ai eu une mauvaise surprise en arrivant à l'aéroport d'Ivalo. Aucun de mes 3 bagages n'était arrivé. J'avais que mon bagage cabine, qui était plein de batteries et de matériel photo que je ne pouvais pas mettre en soute. Donc, je me suis retrouvé coincé à l'hôtel avec seulement un slip et une paire de chaussettes de rechange. Bon, ça avait beau être de la laine mérino, mais quand même, juste ça, pour un trek dans le froid, c'était un petit peu juste. J'ai aussi retrouvé mon carton de 10 kg de nourriture lyophilisée. Donc, étant donné que le restaurant de l'hôtel était fermé à 20 h parce que les Finlandais vivent plus tôt que nous, je me suis retrouvé à manger de la poudre à pester contre l'aéroport dans ma chambre d'hôtel. Sachant qu'une nuit supplémentaire là-bas coûtait 100 €, que je ne savais pas combien de temps ça allait durer parce que j'avais aucune information sur mon bagage. Donc, le stressomètre a un peu explosé quand même. Heureusement, j'avais eu la bonne idée de partir avec mes bottes et ma veste grand froid pour économiser du froid dans les bagages. Le jean, c'est pas super pratique pour marcher dans la neige, surtout quand on en a qu'un, faut éviter de le mouiller. Donc voilà, c'était un petit peu galère. Le deuxième jour, vers 19 h, en sortant du restaurant de l'hôtel, j'étais allé manger un burger pour essayer de me redonner un peu le moral, ou plutôt pour pas craquer. Il y a un grand gars qui a défoncé la porte et il tirait derrière lui mes bagages. Je peux respirer un peu, je peux me remettre dans mes préparatifs. Ça y est. Donc le lendemain, le lundi 7 mars, à 10 h 45, j'étais enfin sur la porte de départ à Kilopa, prêt à partir. Je me suis lancé, j'avais enfin de l'action et des paysages nordiques, j'avais un fort vent de face, j'en ai pris une pleine poire, mais bon, là, c'était ce que je voulais, ça m'a fait du bien. Après le coup de stress, là, je me suis dit, c'est bon, cette fois-ci, au moins j'y suis, c'est lancé. La température ressentie à ce moment-là était d'à peu près -25, c'était la pire du séjour.
J'étais obligé de changer mon équipement et de passer au masque de ski avec la cagoule coupe-vent. C'était la première fois que j'utilisais depuis que je l'avais acheté. Et enfin, en milieu d'après-midi, je me suis trouvé un coin à l'abri du vent. J'ai posé mon premier camp, au calme, tout baigne. Sauf que, au mini-market de l'hôtel, on m'a vendu de l'alcool au lieu de l'essence, pour mon réchaud à essence. Donc j'étais incapable de faire du feu. Heureusement pour cette soirée-là, ce qui m'a sauvé, c'est que je prends toujours une petite cartouche de gaz, au cas où, parce que le réchaud essence, comme je vous l'ai dit, c'est assez galère à utiliser. Au moins le gaz, tant qu'il fait plus de moins 10, je branche la cartouche, ça marche direct. Donc en cas de pépin, ça dépanne. Et là, pour le coup, ça m'a bien dépanné. Bon, bref, pour cette histoire d'alcool, moi, comme je parle pas finnois, je m'en suis pas rendu compte, donc je me suis retrouvé bien coincé. Il y a vraiment eu une grosse remise en question de ma part. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Les bagages, maintenant ça, enfin, qu'est-ce que ça va être la prochaine connerie, quoi? Est-ce qu'il faut que je continue? J'ai pensé à retourner à l'hôtel pour changer. J'ai déjà perdu un jour avec les bagages. Ça veut dire que là, le faire d'aller-retour, ça me fait perdre 2 jours. Repayer une nuit à 100 balles. Non, c'est bon, quoi. Je me suis dit, de toute façon, j'ai pas trouvé de solution ce soir. Je vais me coucher, on verra demain. On dit que la nuit porte conseil, et c'est plutôt vrai. Le lendemain, je me suis levé avec 2 idées. Premièrement, je me suis souvenu avoir lu quelque part que les cabanes, elles étaient équipées de gazinières. Je peux essayer de compter là-dessus. Et aussi, j'ai quand même 3 litres d'alcool. L'alcool, ça brûle, donc ça serait bien que je trouve un moyen de la faire cramer. Et je me suis souvenu d'un de mes potes qui est tout le temps en train de nous charrier parce qu'il a un réchaud ultra léger fait à partir d'une canette de coca qu'il a coupée en 2 avec un petit fond d'alcool dedans. J'ai pas de canette de coca sur moi. Donc j'ai tenté le coup, je suis allé à la cabane de Suomenruktu, à 2 heures de marche d'ici. Heureusement, il y avait une gazinière, me voilà sauvé, le voyage peut continuer, mais je reste dépendant des cabanes. Je suis allé faire les poubelles, et j'ai trouvé une petite canette que j'ai coupée, j'ai mis de l'alcool dedans, ça marche. Me voilà avec 2 moyens de faire du feu, même 3 avec la petite cartouche de gaz par sécurité. L'aventure continue, pas besoin de revenir à l'hôtel, pas besoin de trop suivre les cabanes. Bon, j'ai galéré, mais j'étais quand même très fier de moi sur ce coup-là, de m'en être sorti malgré les galères et de ne pas avoir abandonné. Ça m'a montré que j'avais quand même de bonnes capacités de résilience, que je plie mais je ne romps pas. C'est pas forcément des choses dont je me rends compte au quotidien, donc ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir me rendre compte de ça. Je vous cache pas quand même que, avec toutes ces galères, les jours suivants, ils ont été un peu difficiles au niveau du moral. Même si j'ai vu de très belles choses, le ciel était gris et triste. Globalement, j'étais dans la forêt avec une vue bouchée. Je me suis posé la question, est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que ça méritait toutes ces galères? Est-ce que c'était pas la fois de trop dans le Grand Nord? Est-ce que je commence pas à me lasser un peu? Bref, pour me redonner le moral et me simplifier un peu la vie, j'ai dormi à la cabane de Louis Royarvi pendant 2 nuits. Et je m'en suis un peu remis à ma philosophie personnelle qui est que la nature, elle récompense toujours pour les galères. Chaque fois que j'ai eu des galères, j'ai été bien servi après. Donc là, avec tout ce que je venais de traverser, normalement, quand la nature, elle va passer à la caisse, je devrais voir des choses assez jolies. Et l'autre chose que je me dis, c'est que les galères, elles donnent aussi du relief à l'aventure. S'il n'y en avait pas, si tout était tout le temps parfait, finalement, ça finirait par devenir fade. Le 6e jour, donc le 4e sur le terrain, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, ou plutôt à travers les nuages, et cette lumière, elle était verte. Et ça, c'était cool. Le ciel s'ouvrait enfin, les choses sérieuses pouvaient commencer. Les jours suivants, l'amélioration météo s'est confirmée. Les nuages se sont dissipés. Le ciel était voilé juste ce qu'il fallait pour diffuser la lumière du soleil. C'était vraiment chouette. La nature a enfin compensé les galères du début. Le moral est de retour. Je sais pourquoi je suis là. C'est le pied, c'est top. On continue. Lors de mon précédent LFT, je vous avais montré cette photo en vous disant que c'était la seule sur laquelle j'avais un semblant de lueur d'aurore au-dessus de ma tente. Là, on voit même pas en plus avec le contraste. Alors que mon rêve, c'était de dormir sous une tente, sous une aurore. Et cette fois-ci, mission accomplie. Il n'y a pas de discussion possible. C'est là, c'est fait, c'est dans la boîte. Laissez-les transformer. Et je suis allé un peu vite. Et pas qu'une fois, puisque j'ai pu poser la tente 2 fois sous les aurores. J'ai eu 3 nuits d'aurore, une très moyenne, la première, une belle et une qui était vraiment exceptionnelle, celle-ci, où j'ai pas eu les plus grosses aurores de ma vie à ce moment-là, mais ça a duré toute la nuit, ça s'arrêtait plus. Le problème, c'est qu'avec toutes les galères que j'ai rencontrées au début du voyage à l'hôtel, là, je me suis un peu planté dans mon organisation et j'ai laissé mon chargeur de batterie d'appareil photo à l'hôtel.
Donc j'étais plein de powerbank plein à craquer, mais j'avais plus de quoi recharger mon appareil photo. Donc pour cette nuit-là, j'avais plus qu'une seule batterie et une barre restante sur une autre. Donc j'y suis allé à l'économie, mais bon, je m'en suis quand même à peu près sorti. J'ai vu beaucoup de traces d'animaux, assez rarement leurs propriétaires malheureusement. Je les ai quand même vus un petit peu de temps en temps, en plus des rennes et puis des oiseaux que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, je suis allé à la cabane de Raoutoulampi pour passer mes derniers jours là-bas. Et pour mon tout dernier jour sur le terrain, après une journée complète de brouillard, la nature m'a offert un beau dernier feu d'artifice, un beau bouquet final avec ce lever de soleil à travers le brouillard au-dessus de la taïga. C'était vraiment super chouette. Je trouvais que c'était plutôt une belle manière de terminer mon voyage avant de retourner à l'hôtel. Merci à mon petit drone qui a bien voulu décoller ce matin-là malgré le froid, parce que des fois il m'affichait un message « batterie trop froide pour décoller ». Donc après 10 jours dans la nature, je suis rentré à l'hôtel, retrouver un petit peu de confort, prendre une douche, parce que ça commence un petit peu à sentir le fauve quand même, dormir dans un vrai lit, dans une chambre chauffée, voilà les petits plaisirs du quotidien qu'on retrouve, et ça donne vraiment l'impression que c'est le grand luxe. Je me suis payé une dernière petite folie avant de rentrer. Les Finlandais ont une manière un peu étrange de se détendre, mais j'ai quand même voulu goûter aux traditions locales. Ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux. Donc je suis passé par le sauna et ensuite le bain glacé. Voilà, c'est très spécial, mais bon, j'ai voulu tenter. C'est là-dessus que se termine mon aventure. On va quand même faire un petit bilan. J'ai parcouru 135 km. J'ai passé 10 jours sur le terrain, 9 nuits, 4 en tente, 5 en cabane. J'aurais aimé en faire plus en tente, mais je m'étais pas mis la pression là-dessus, quoi. Le but, c'était vraiment de me faire plaisir, rester sur le terrain, voir de belles choses, faire de la photo. Les cartes mémoire sont pleines à craquer, je me suis ramené plein de beaux souvenirs, c'est génial. Le moral était à bloc, c'était top. Sur le terrain, je me suis dit, c'est quand même dur, ça demande beaucoup d'énergie, est-ce que j'ai vraiment envie de recommencer? Et en fait, à peine rentré, oui, j'avais grave envie de recommencer. Bon, et vous alors? Parce que pour faire tout ça, il n'y a pas besoin d'être un surhomme. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus lambda que moi comme mec. N'importe qui est à peu près en bonne santé peut le faire. Faut juste y aller étape par étape. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par faire de la randonnée à deux dans des conditions printanières ou estivales. Ensuite, de vous lancer tout seul. Après, de refaire la même chose à deux, mais plutôt en hiver. Pareil tout seul. Et en parallèle de ça, de vous lancer dans les bivouacs. Déjà à deux, dans de bonnes conditions. Ensuite, vous pouvez essayer tout seul. Pour le faire en hiver, attention quand même, faites-le avec quelqu'un d'expérimenté, parce que si vous êtes deux débutants que vous ne savez pas vous y prendre, vous risquez de vous planter. Et là, vous commencez quand même à jouer un petit peu avec votre vie, quoi. Donc faites attention. Et ensuite, quand vous serez prêt, vous pourrez y aller tout seul. Et quand vous serez un peu plus expérimenté, vous pourrez vraiment vous attaquer au grand froid. S'il y en a qui sont intéressés pour se lancer, sachez que je peux vous accompagner jusqu'à cette étape-là et celle-ci. Et il y a déjà pas mal de très jolies micro-aventures qu'on peut faire en France. Ça, c'était à Chamchaude, en Chartreuse, à 2 heures d'ici. Je crois que j'ai dit une connerie. Non, c'est Chamchaude qu'on voit, et moi, j'étais au Charmençon. C'était fin janvier. J'ai initié ma copine au trek hivernal, et ça s'est bien passé. On est rentrés ensemble. Tout allait bien. Donc, si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à aller sur HS Rando si vous êtes intéressé. Est-ce que j'ai du temps? Parce que j'avais fait un petit film qui dure 2 minutes. Je suis un peu en retard. J'y vais? Allez, j'espère que ça va aller au niveau du son. Alors, j'ai eu des galères avec mon ordi. Donc, le film, je l'ai fini hier soir à minuit. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît.
Bon bah voilà, ça y est, j'ai des aurores au-dessus de ma tente. Puis elle est belle en plus. Oh. Wow. Wow. J'en ai partout au-dessus de la tête là. Ah, puis je vois les couleurs cette fois-ci. J'avais jamais vu les couleurs aussi intensément, c'est trop cool. C'est magnifique. Génial. J'ai gagné mon voyage, ça y est. Voilà. Si vous en voulez plus, je vous encourage à aller sur mon site. Il y a tous mes carnets de voyage depuis le début, depuis Tromsø. Toutes mes photos, non pas toutes, mais beaucoup de mes photos sur Instagram. J'en mets quelques-unes sur Twitter aussi. Et vous avez aussi la page Facebook associée à mon blog où je publie un petit peu. Voilà. Je propose de remercier Sylvain pour cette super conférence de voyage, très inspirant pour commencer. Du coup, on va récolter des questions à la fois sur YouTube et aussi dans la salle, si vous en avez. Je laisse M. Pitel et M. Moncy me faire signe s'il y a des questions à distance. Et puis on a Sarah qui peut passer dans la salle s'il y a des questions. Vas-y. Vas-y, parle, M. Pitel. Dis-moi, et puis... C'est Florian qui demande si tu as loué la Poulka sur place. Non, la Poulka, elle est à moi et c'est très chiant à trimballer dans les aéroports. Notamment sur la Kungsleden quand je suis revenu où mon billet correspondait pas et où j'ai dû me traverser tous les aéroports de Stockholm avec la Poulka, les skis, le gros sac. C'est un peu galère. Top. Je vais te poser la question sur comment tu suis les animaux. Est-ce que tu as ton appareil avec toi tout de suite ou tu te poses à un endroit Tu peux répéter la question. Ouais. Alors, Nicolas me demande comment je fais pour filmer les animaux si j'ai mon appareil avec moi tout de suite. Les oiseaux, je les avais repérés avant, donc j'ai eu le temps de sortir mon appareil. Et les rennes, en fait, c'était à un moment où je traînais autour de la cabane. En fait, c'était pas un moment où je me déplaçais sur une longue distance. J'étais vraiment sorti pour faire de la photo. Donc, je m'attendais à voir des animaux. Enfin, j'espérais en voir. Donc dès que j'ai aperçu les rennes au loin, j'ai posé mon sac, j'ai monté le télé et j'étais prêt très rapidement. Et le pic qu'on a pu voir aussi sur les photos, c'est justement pendant que j'étais en train de regarder les rennes, j'entendais taper au-dessus de ma tête, donc c'est là que j'ai vu le pic. C'était un peu, on fait un tir groupé quoi. Voilà. Une autre question à distance. Jonathan, qui demande quels étaient tes horaires de montage et démontage de la tente. Qu'est-ce que tu faisais et comment ça se passe? Alors, mes horaires de montage et démontage de la tente, le démontage, j'essaie de le faire le plus tôt possible le matin, en fait, dès que j'avais pris mon petit déjeuner, que voilà, j'étais prêt, que j'avais remballé mes affaires, je repliais. Et le soir, généralement, j'essayais de monter le camp le plus tôt possible, parce que dormir seul dans le froid, c'est un peu dur pour le moral. Alors quand en plus on doit monter la tente dans le noir et qu'après on n'a rien le temps de faire parce qu'il fait déjà noir, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Donc généralement j'essaie de le faire le plus tôt possible pour avoir un petit peu le temps de profiter ensuite. Mais il y a quand même eu quelques ratés. Il y a une fois où je me suis posé au milieu de la forêt de nuit et ouais, pour le moral ça a été un peu compliqué. Ensuite le temps de montage, je forçais pas trop. Généralement, je mettais 1h30, 2h, mais je parle vraiment du camp monté de A à Z, avec le matelas gonflé, la fosse à froid faite et ce genre de choses.
si je m'étais retrouvé, parce que j'étais dans des conditions faciles. Si je m'étais retrouvé dans des conditions difficiles avec une tempête ou un truc comme ça, il aurait fallu que j'aille beaucoup plus vite. Là, j'y allais à la cool. Je vois deux questions dans la salle encore. Ouais. Par rapport à l'humidité que tu gères dans tes vêtements et tes affaires, tu as des moments où tu as faire sécher quand même, ou il faut vraiment... Bah là, pour le coup, il y avait les cabanes. Donc, généralement... Ah, j'ai pas répété la question. On me pose la question de savoir comment je gérais l'humidité si j'avais l'opportunité de faire sécher mes affaires. Et donc, ma réponse, c'est que là, pour le coup, j'avais les cabanes. Donc, généralement, ça me permettait de sécher, quoi. Je ramenais toutes mes affaires et ça séchait naturellement. Après, il y a d'autres techniques. On m'en avait appris une au Svalbard, c'était tout ce qui était gants, chaussettes et tout ça, de les mettre au fond du sac de couchage, parce que la chaleur qu'on allait générer allait faire sécher tout ça. Le problème, c'est qu'on m'a appris aussi que l'humidité qui allait s'évaporer, elle risquait de rester piégée dans la garniture du sac de couchage. Elle ne pourrait pas ressortir parce qu'à l'extérieur du sac, il faisait tellement froid que l'air ne pouvait pas contenir d'humidité, ce qui faisait qu'elle restait bloquée là. Et c'est pour ça que je disais que le sac de couchage, au fur et à mesure du trip, il perd en efficacité. Parce que avec la perspiration, on perd 0,3 litres par nuit. Et ça veut dire que chaque nuit, j'avais 0,3 litres d'eau qui allait s'accumuler dans le sac de couchage. Donc je vous laisse faire le calcul au bout de 10 nuits, quoi. Non, multiplier par 10, c'est trop compliqué. Moi, je fais pas ça en live comme ça. C'est la dernière question. Tu n'as pas parlé de la qualité de ton sommeil, combien de temps tu dors chaque nuit? Alors, c'est important pour se reposer. Ouais, carrément. Habituellement, je dors très mal en bivouac parce que je reste alerte et au moindre bruit, je suis au taquet. Mais là, bizarrement, j'ai plutôt réussi à bien dormir. Même la première nuit où je me suis couché en étant énervé à cause des problèmes de réchaud, j'avais plutôt un bon sommeil. Après, tout est relatif, hein. Je dors pas aussi bien que chez moi. Je sais pas, je devais faire des nuits peut-être entre 4 et 6 heures, je dirais. Généralement, c'était une petite fraîcheur matinale quand même qui me réveillait. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand on est en condition de survie, le corps active certains mécanismes et on est capable, pendant une dizaine de jours, je crois, de ne pas dormir sans que ça altère nos performances. Donc évidemment, il ne faut pas faire ça pendant hyper longtemps, mais quand on est en mode survie, il y a des mécanismes qui s'activent dans le corps pour qu'on ait besoin de moins de sommeil. Et là, en fait, j'étais plutôt reposé, même si je faisais des petites nuits sans un sommeil très profond, ça marchait plutôt pas mal. Voilà. C'est terminé pour les questions, je vous remercie. On a un petit tonnerre d'applaudissements encore pour Sylvain. On va se laisser